Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, ma présentation qui dure une trentaine de minutes va avoir trois sections. Donc, la première va être vraiment axée sur ma recherche pendant mon doctorat, pendant mon postdoc, puis actuellement dans mon jeune labo. La deuxième partie va parler d'une application qu'on appelle Plus Fier, qui est en développement. Puis la troisième partie va parler un peu des besoins basés sur une revue de la littérature sur les parents de jeunes LGBTQ+, parce qu'on sait à quel point c'est tellement important d'avoir du soutien de la famille. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai commencé ma carrière avec Sonia Lupien, qui est la reine du stress. Donc, j'ai passé beaucoup de ma carrière à stresser le monde puis à collectionner de la salive pour regarder les hormones sexuelles. Je vais juste commencer en remerciant vraiment tout le monde qui a été impliqué dans cette recherche pendant les 15 dernières années. Je vais commencer vraiment en demandant qu'est-ce qui est le stress. Donc, quand on parle de stress, on parle vraiment d'une définition d'une menace réelle ou interprétée à l'intégrité physique et ou psychologique de la personne qui entretraîne des réactions biologiques et comportementales. Donc, quand on parle de stress, il y a vraiment trois traditions qui sont très importantes. Donc, une perspective plus environnementale, une perspective plus psychologique, puis une perspective plus biologique. J'aimerais faire comme argument que c'est essentiel de prendre les trois en considération en sciences sur le stress et aussi dans des aspects plus cliniques. Quand on parle du stress biologique, on parle vraiment de l'axe HPS, donc le hypothalamus pituitaire surrénal, qui veut juste simplement dire que notre cerveau détecte une menace, fait des sécrétions d'hormones qui s'attachent en haut des reins sur les adrénales, puis produit des hormones de stress. Donc, celui-là qui est le plus populaire, c'est le cortisol. Et le cortisol a une capacité de retourner au cerveau pour moduler beaucoup des régions impliquées dans la psychiatrie, la cognition. Donc, c'est vraiment un axe super important. Puis, à la base, le but de le cortisol, c'est d'essentiellement transformer le gras en sucre, qui est de l'énergie pour notre corps. Ça c'est vraiment le seul diapo plus bio. C'est juste pour vraiment décrire les deux axes qui sont super importants. Donc, en bleu, on voit l'axe qui s'appelle Sympathetic Adrenal Medullary Axis. Donc, ça fait en la production d'adrénaline puis noradrénaline. Puis on le sent, c'est le moment que l'adrénaline est activée, notre corps devient activé avec la réponse de combattre ou fuir. Puis en vert, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'axe HPS, donc en anglais, Hypothalamic Pituitary Adrenal. Puis ça, c'est l'axe qui produit le cortisol. Ça prend environ une couple de minutes, puis ça va changer toute la physiologie de notre corps. Puis dans des études sur le stress, on peut mesurer le cortisol pendant la journée. Donc, on a une augmentation quand on se réveille qui s'appelle Cortisol Waking Response. C'est complètement normal, ça nous aide à commencer notre journée. Puis les niveaux diminuent jusqu'au minimum juste avant d'aller au lit. On mesure ça parce que c'est important dans la santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici en vert? C'est un profil normal. Mais en bleu, en rouge, on voit le profil plus typique de la dépression, donc des niveaux de cortisol très élevés. Or, qu'est-ce qu'on voit en bleu? C'est un profil plus pour l'épuisement professionnel ou d'autres conditions aussi comme le trauma, la discrimination. Donc, c'est important parce que souvent, les niveaux trop bas peuvent être problématiques, les niveaux trop élevés peuvent être problématiques aussi. Une autre façon de regarder le cortisol, c'est en stressant le monde. Donc, on amène du monde dans un laboratoire pour être exposé à une petite tâche qui implique des calculs mentaux, un exposé oral. Et en général, les hommes produisent plus de cortisol quand ils sont exposés à ce stresseur. Mais les femmes, généralement, rapportent plus de stress sur des questionnaires. Donc, déjà, on parle de différences potentiellement reliées aux genres qui sont très importantes. À la base, d'avoir une réponse de stress, c'est une bonne chose. On veut être capable de s'adapter au contexte, puis on veut être capable de se calmer le pompon une fois que c'est fini. Il y a 4 profils dans lesquels on peut commencer à avoir potentiellement un peu un problème au niveau physiologique. Donc, c'est un repeated hits. Donc, si on active les axes de stress plusieurs fois pendant toute notre vie parce qu'on est exposé à la discrimination ou qu'on habite dans un quartier défavorisé, ça va user le système. Relié à ça, c'est un manque d'adaptation. Donc, certaines personnes sont incapables de s'adapter à certains stresseurs, donc du monde un peu plus anxieux. Un autre, c'est une réponse prolongée, donc il n'y a pas de recovery. Ça, c'est quelque chose qu'on voit typiquement dans la dépression et aussi dans le vieillissement.
Puis finalement, un manque de réponse. Comme j'ai mentionné, le trauma, la discrimination, l'épuisement professionnel, c'est toutes des conditions où on voit vraiment un aplatissement de niveau de cortisol. Donc, c'est super important parce que tous ces petites variations physiologiques sont reliées vraiment à des symptômes très différents. Donc, ça a des implications très importantes pour le traitement aussi de beaucoup de ces conditions où les symptômes sont très semblables. L'allostasie, c'est un concept qui est vraiment central pour mon laboratoire, puis c'est essentiellement une façon physiologique de penser à l'adaptation. Donc, pour maintenir la stabilité, un organisme doit varier tous les paramètres de son milieu interne et les accorder proprement aux demandes environnementales. Donc, c'est un peu les concepts de homéostasie, mais avec le cerveau comme organe central pour toute cette adaptation. L'allostasie est donc une forme de stabilité dynamique. Puis la réponse allostatique, comme la réponse de stress, sont adaptatives s'ils ne sont pas surchargés avec des activations chroniques. Qu'est-ce qui arrive avec le temps, avec le stress chronique, c'est que ça devient vraiment une lourdure qu'on appelle la charge allostatique. En anglais, on appelle ça allostatic load, qui est essentiellement une façon de mesurer le stress chronique à un niveau physiologique. Donc, on ne va pas juste regarder le cortisol, mais on va regarder aussi le système inflammatoire, on va regarder le système cardiovasculaire, puis tout cet ensemble de biomarqueurs-là va essentiellement nous donner une idée de à quel point la personne est stressée chroniquement. Puis ça, une façon de penser à ça, c'est vraiment temporellement un peu comme un domino effect. Donc, le cortisol puis l'adrénaline, l'inflammation va être déréglée. Puis ça, avec le temps, va avoir un effet sur beaucoup des biomarqueurs qu'on mesure quand on s'en va voir un docteur. Donc, le cholestérol, la pression artérielle. Puis avec le temps, toute cette constellation de biomarqueurs va devenir déréglée avec le temps, qui va augmenter notre risque d'avoir des problèmes de santé. La charge allostatique se mesure. Donc, ça, c'est la première fois que c'était mesuré il y a 30 ans avec 10 biomarqueurs différents. Une autre façon qu'on peut mesurer ça qui va rendre ça un peu plus concret pour vous, c'est que vous voyez ici quelqu'un a un cholestérol de 7 qui dépasse de 5,2, qui est la valeur de référence. Mais ce patient développe le diabète après 2 ans. Si on regarde le niveau de glucose à 5,4, c'est pas encore à 6, mais c'est très proche. Pour les triglycérides à 1,51, c'est pas encore à 1,8, mais ça s'approche. Puis pour le bon cholestérol, le HDL, à 1,68, on veut avoir des niveaux élevés, donc c'est correct. Donc, pour ces 4 biomarqueurs-là, qui sont tous un peu reliés au stress, puis à l'alimentation, puis à les comportements de santé, on mettrait un code de 3, parce qu'il y a 3 de ces biomarqueurs qui sont sous-cliniquement déréglés. Puis, avec plusieurs autres biomarqueurs, on regarde des études, maintenant, il y a peut-être 200 études qui ont été faites qui regardent beaucoup de biomarqueurs différents. Qu'est-ce qui ressort de toute cette recherche qui a été faite en santé publique et en psychologie, c'est que l'âge est relié à une charge allostatique plus élevée, être une minorité raciale ou ethnicité, être plus pauvre et aussi d'être un homme. C'est tous des facteurs qui sont reliés à une charge allostatique plus élevée. Puis la charge allostatique, avec le temps, peut prédire beaucoup de problèmes reliés au stress. Donc, moi, je me suis vraiment intéressé pendant mon doctorat de regarder la charge allostatique et le cortisol avec une perspective qui allait un peu plus loin que juste homme-femme. Je m'intéressais à regarder les rôles de genre, les hormones sexuelles, l'orientation sexuelle. Puis c'était basé sur une revue de la littérature que j'ai faite où j'ai réalisé que beaucoup des différences hommes-femmes dans la littérature étaient reliées beaucoup plus au genre socio-culturel. Donc, par exemple, être une femme qui allait à l'église plus souvent a été relié à une charge allostatique plus bas. Être un homme qui avait une femme, c'était un facteur de protection, mais pour une femme, c'était d'avoir un réseau riche d'autres femmes. Donc, c'est toutes des différences socio-culturelles assez nuancées qui aidaient un peu à expliquer la littérature. Donc, moi, je me suis vraiment intéressé de décortiquer avec une perspective plus continuelle toutes ces variables reliées au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, puis à l'identité de genre. Puis on sait que la communauté LGBT fait face à beaucoup plus de stigmas. Aux États-Unis, on sait que beaucoup des États qui ont moins de lois en place, c'est des espaces qui sont reliés à beaucoup plus de stress. Puis les processus comme le coming out, c'est vraiment des stresseurs très uniques à la communauté LGBT et à la communauté transgenre et ou non-binaire. Il y a de la recherche qui montre que c'est souvent
les plus grands stresseurs, c'est d'avouer notre identité et de faire le coming out. Donc, je me suis inspiré d'un rapport qui a sorti en 2011, qui a vraiment mis en priorité cette approche en recherche pour prendre l'histoire personnelle, le stress minorité, l'intersectionnalité, puis une écologie sociale. Puis à l'époque, il y avait un rapport qui mettait en priorité toutes les identités, tous les stresseurs en lien avec la santé mentale puis les stratégies d'adaptation. Mais moi, je me suis dit, écoute, ça serait vraiment fun d'intégrer les hormones de stress et la charge allostatique dans cette recherche. Donc, c'est exactement ce que j'ai eu la chance de faire pendant mon doctorat avec Sonia Lupien. Puis elle m'a permis de faire une petite étude de 87 personnes qui venaient tous de Montréal, où on a trouvé que la moitié de l'échantillon était lesbienne, gay et bisexuelle, et l'autre moitié était hétérosexuelle, cisgenre. L'âge moyen était 25. Puis on a exposé tout le monde à un protocole qui est très typique dans notre recherche. Donc, le monde arrive pour une prise de sang, on leur fait faire des questionnaires, on leur donne des instructions pour donner des échantillons de salive. C'est comme ça qu'on peut mesurer le cortisol. Le monde s'en va à la maison pour faire cet échantillonnage-là. Puis ils reviennent pour une visite d'après-midi de 2 heures où on les expose à un stresseur, donc le TSST, qui s'appelle le Trier Social Stress Test. Puis à plusieurs reprises, on prend des mesures de cortisol et aussi de fonctionnement cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est au point zéro, c'est quand la personne a été stressée. On voit que les hommes hétérosexuels produisent plus de cortisol face à un stresseur que les hommes gays et bisexuels. Par contre, quand on regarde les femmes, on voit que les femmes lesbiennes et bisexuelles produisent plus de cortisol 40 minutes après le stresseur comparé aux femmes hétérosexuelles. C'est un résultat intéressant, particulièrement le résultat aplati, le manque de réponse chez les hommes gays et bisexuels. Mais quand on a regardé leur fonctionnement cardiovasculaire, on a vu que les hommes gays et bisexuels avaient un pouls plus élevé pendant toute la session. Donc ça, c'est vraiment important avec une perspective de charge allostatique parce que plusieurs systèmes vont se contrebalancer quand un est plus bas ou plus haut. Donc, c'est très important à considérer tous ces paramètres avec une perspective multisystémique. Maintenant, pour le cortisol diurne, on n'a pas trouvé de différence basée sur l'orientation sexuelle. Par contre, pour ceux qui avaient complètement sorti du placard, on a trouvé que les hommes gays, bisexuels et les femmes lesbiennes et bisexuelles qui avaient complètement fait leur coming out avaient des niveaux de cortisol plus bas pendant le matin comparé à ceux qui l'avaient pas complètement fait à leur famille et à leurs amis. Maintenant, pour la santé mentale, on n'a vraiment trouvé aucune différence. Même que les hommes gays bisexuels avaient moins de dépression que les hommes hétérosexuels, c'était pas un résultat qui fitait très bien avec le stress minoritaire puis les théories, mais ça s'expliquait largement parce que la majorité de monde gay bisexuel avaient sorti du placard. Puis ceux qui avaient complètement fait leur coming out avaient moins d'anxiété, moins de dépression, moins d'épuisement professionnel. Maintenant, pour la charge allostatique, on avait un bilan d'une vingtaine de biomarqueurs. Puis on a trouvé que les hommes gays les hommes gays bisexuels encore avaient une charge allostatique plus bas que les hommes hétérosexuels. Puis ça s'expliquait par 3 biomarqueurs. Donc un IMC plus bas, donc les hommes gays bisexuels étaient moins gros. Ils avaient des niveaux de triglycérides plus bas. Les triglycérides, c'est essentiellement du gras dans notre sang et de l'inflammation plus bas. On n'a pas trouvé de différence basée sur le coming out. Par contre, on a fait des analyses secondaires, puis on a trouvé qu'on regardait les stratégies d'adaptation. Ceux qui s'engageaient en moins d'évitement pendant leur coming out avaient une charge allostatique plus bas actuellement. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça montre vraiment un profil intéressant. Mais c'est une limitation. Montréal est très libéral. Il y a d'autres études qui ont été faites aux États-Unis qui ont trouvé des résultats complètement inversés. Donc, par exemple, de faire un coming out au travail, si tu habites à Arizona, était relié à des niveaux de cortisol plus élevés. Donc, c'est très important de mettre le contexte géographique en perspective. Stephen Colbert a ri un peu de notre étude et a dit qu'il faudrait attendre que ça se réplique avec des vrais humains, donc pas des Canadiens. Donc, c'était un peu mon inspiration pour mon postdoc d'aller aux États-Unis pour voir est-ce que je pourrais trouver quelque chose de semblable. Puis, on sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de variations avec les lois en place pour la communauté LGBTQ+.
J'ai eu la chance de travailler avec une base de données de 14 000 personnes, puis on a répliqué le résultat. Les hommes gays avaient une charge allostatique plus bas que les hommes hétérosexuels. Mais maintenant, parce qu'on avait un assez large échantillon, on était capable de couper en sous-groupes, puis on a trouvé que les hommes bisexuels avaient une charge allostatique plus élevée que les autres groupes. On n'a pas trouvé de différence entre les femmes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus à l'avenir en prenant compte plus des comportements de santé pour essayer de comprendre ça un peu mieux. Puis avec d'autres études, on s'intéresse vraiment à regarder les lois en place, le stigma structurel pour comprendre un peu plus la charge allostatique. Donc avec la recherche que je fais actuellement avec Mark Katzenbuehler, qui est vraiment un leader dans ce domaine, on va regarder si quelqu'un qui habite dans un espace plus stigmatisant, est-ce que leur charge allostatique est plus bas ou plus élevée. Maintenant, je vais vous montrer de la recherche. C'est vraiment unique au monde. C'est les premières études qui regardent les hormones sexuelles, les hormones de stress et la communauté transgenre. Puis c'est de la recherche par Zachary Dubois à l'Université d'Oregon. Zachary a fait des études avec du monde d'Oregon, Massachusetts, puis Vermont, des hommes transgenres en transition. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que ceux qui rapportaient plus de stress en lien avec leur transition, plus de stress avec leur coming out, plus de stress en lien avec les toilettes publiques, avaient des niveaux de cortisol plus élevés. Ce n'est pas un résultat surprenant, mais le poids d'avoir des biomarqueurs objectifs donne vraiment beaucoup de puissance à cette recherche. Puis on est en train d'explorer ça plus maintenant avec une perspective plus géopolitique. Puis finalement, le dernier résultat que je vous montrais avant de switcher pour la deuxième partie, c'est des résultats avec une collaboratrice à l'Université de New York, Stephanie Cook, où on a regardé les hommes noirs et blancs, puis on a trouvé que les hommes noirs qui étaient gays bisexuels avaient un niveau de cortisol aplati. Puis ça, c'est vraiment un profil qu'on voit dans la littérature sur la discrimination, où toute la variation qu'on s'attend à de voir dans les rythmes circadiens est un peu aplatie chez les personnes qui font face à plus de discrimination. Donc, c'est une première petite étude qui s'intéresse à regarder un peu plus l'intersectionnalité, qui est un concept assez complexe d'explorer avec des études quantitatives. Donc, pour conclure la première partie de cette présentation, qu'est-ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est qu'on amène la perspective de biologie de stress pour complémenter la recherche qui se fait en psychologie puis en travail social pour comprendre comment le stigma affecte la santé. Puis, à l'avenir, dans mon laboratoire, puis avec mes collaborateurs et collaboratrices, on s'intéresse vraiment à regarder la résilience, donc les stratégies d'adaptation, le soutien social, puis les ressources communautaires qui peuvent aider à expliquer un peu les processus différents. Donc, par exemple, qu'est-ce qui ressort tellement avec d'importance dans notre recherche, c'est le processus du coming out, qui semblerait-il, dans notre échantillon, d'être lié à un profil physiologique plus en santé. Mais ça reste vraiment à explorer ça dans des études plus internationales. Puis c'est quelque chose que on va faire avec mon laboratoire qui grandit beaucoup. Puis juste pour conclure la première partie de cette présentation, le coming out est extrêmement complexe. Puis ça, c'est un diapo que Samuel Villeneuve, qui est un nouveau étudiant de mon laboratoire, a présenté, qui m'a introduit. Puis ça donne vraiment l'inspiration de comment le coming out est tout un processus avec la famille, avec les amis, avec le monde au travail. Donc, c'est quelque chose qu'on veut explorer un peu plus à l'avenir dans mon laboratoire. Donc, je vous parlais un peu d'une application qu'on est en train de développer qui est basée sur le fait qu'on sait que les jeunes LGBTQ+ font face à des stresseurs uniques, comme le coming out. Plus que 90% d'entre eux sont victimes d'intimidation verbale et ou physique. C'est vraiment des conséquences à long terme pendant toute la vie sur la santé mentale, la toxicomanie. Puis qu'est-ce qui ressort vraiment comme facteur protecteur le plus important, c'est le support familial et les facteurs de protection comme facteurs de protection essentiels. Mais il n'y a pas énormément de recherche qui a exploré ça, ni les besoins des parents. Donc, c'est quelque chose qu'on veut aborder avec une application. Donc, il y a une application qui a été créée par Isabelle Ouellette-Morin, qui est une professeure dans l'école de criminologie à l'Université de Montréal. Puis, c'est une application pour les jeunes qui font face à la victimisation, mais c'était pas créé vraiment avec les enjeux de la communauté LGBTQ+ en tête.
Donc, on veut essentiellement adapter cette application pour la communauté LGBTQ+, pour être une application qu'on appelle plus fière. Donc, ça, c'est le but essentiellement d'une étude en cours qui va commencer cet été. Puis le but, c'est de fournir les jeunes LGBTQ+, des outils technologiques afin de les connecter à des meilleures ressources, à l'histoire de la communauté LGBTQ+, et les stratégies d'adaptation pour faciliter un peu la résilience. On veut aussi avoir un volet qui serait pour les familles, mais on est en train de réaliser que ça pourrait être quelque chose de plus dans une deuxième phase. On va explorer quels sont les choix de logos que le monde préfère. Et notre protocole, ça va avoir une première phase où on va vraiment faire un sondage des besoins des jeunes. On va faire deux groupes, donc l'âge de 13 à 17, puis un autre groupe de 18 à 25. Puis on va leur demander d'utiliser l'application plus fort, puis après un mois, de revenir en nous donnant un peu leur feedback pour comment on pourrait l'adapter. Puis avec un partenaire technologique, on va faire cette adaptation, puis après retourner le produit pour avoir leur feedback. Puis on va faire aussi des analyses qualitatives avec des entrevues individuelles et aussi des focus groups. Donc, c'est un processus assez large, puis je travaille beaucoup avec Isabelle Ouellet-Morin et aussi Annie Poulain-Sans-Façon pour adapter cette application. Puis, comme j'ai mentionné, une deuxième phase, ça va être vraiment d'essayer de trouver comment on pourrait peut-être avoir une deuxième version qui serait pour les parents, parce qu'il y a vraiment un besoin pour les parents de la communauté LGBTQ+. Puis ça, qu'est-ce que je vous présente maintenant, c'est une présentation préparée par mon équipe qui ont fait une revue de la littérature pour savoir un peu c'est quoi les facteurs de protection les plus importants. Donc, quand on parle de réaction de parents du coming out des jeunes LGBT, souvent des sentiments de honte, de culpabilité, de colère, d'inquiétude. Puis pour les jeunes trans, ça peut aussi être un sentiment de deuil ou le rejet des parents et autres membres de la famille. Puis ça, c'est basé sur beaucoup de recherches euh, de personnes qui font partie de pas cette présentation, mais cet événement. Euh, les variables qui entretiennent le compte des réactions, donc les styles de parentalité, cohésion familiale, l'addition à des stéréotypes liés au rôle de genre et les valeurs hétérosexistes, c'est tous des facteurs très importants à considérer. Puis pour les jeunes trans, l'âge du coming out est très important et les réactions de l'entourage est extrêmement important aussi. Donc, quand on pense un peu à quelles sont les pistes d'intervention à prendre avec les parents de jeunes LGBT, on prend en considération les besoins des parents en lien avec la solitude puis les manques de modèles. Qu'est-ce qui a été suggéré dans la littérature? C'est de rencontrer les parents d'enfants, adolescents de la communauté LGBTQ+, et de participer avec des groupes de discussion. Donc, des organisations comme PFLAG sont vraiment extraordinaires pour ça. Pour le stress, confusion et la peur pour l'enfant, d'accéder des informations. Donc, on espère potentiellement utiliser Plus Fier pour créer un registre de ressources pour les familles. Un autre facteur important, c'est accéder le contenu de la culture LGBTQ+. J'aimerais éventuellement chercher du financement pour avoir des modules pour Plus Fier qui auraient des capsules sur l'historique de la communauté LGBTQ+, au Québec puis en Amérique du Nord. Puis aussi pour s'exposer à rencontrer des personnes de la communauté LGBTQ+. Donc, encore des organisations comme PIFAG est très important pour ça. Maintenant, pour les pistes d'intervention après les parents de jeunes trans, c'est un peu des facteurs semblables. Donc, pour la solitude, il manque de modèles, des groupes de support, des suivis avec des professionnels, l'histoire d'autres familles, du support des écoles et du gouvernement. Pour le stress, c'est encore des ressources en ligne, l'information, des études à jour publiées dans les médias généraux et des stratégies parentales. Puis pour l'assistance médicale, du personnel médical sensibilisé, accès à des bloqueurs de la puberté, puis les cliniques de soutien aux personnes handicapées informées sur la divergence de genre. J'aimerais vraiment me remercier Jimmy Chow, qui est un résident en médecine à l'Université de Laval, puis Morgane Valley, qui est en train de terminer un bac en sociologie à UQAM. C'est grâce à eux qu'on a eu cette section de la présentation. Donc, avec ça, je vous remercie pour votre temps. Puis, je vais passer à la prochaine conférencière. Merci beaucoup.
Alors bonjour, donc effectivement comme vous le dites, donc effectivement je suis psychologue, je consulte à Montpellier en France et je reçois des personnes individuelles, des couples ou des familles, que ce soit en présentiel ou d'ailleurs à distance. Et j'ai également dans ma patientèle des jeunes donc du refuge. Donc alors hop, pardon. Donc, le refuge, pour ceux qui connaissent, c'est une association qui est devenue une fondation. Vous voyez sur la droite peut-être le petit logo avec le chapeau. Donc, c'est devenu le logo de la fondation. Donc, c'est une fondation qui est née en 2003, dont les axes d'intervention principales sont l'accompagnement et l'hébergement, c'est-à-dire que on reçoit au refuge des personnes qui ont entre 18 et 25 ans principalement. Et il y a également quelques jeunes un peu mineurs dans un espace dans le Gard notamment, à côté de Montpellier. Ces jeunes normalement sont accompagnés et hébergés 6 mois, ils peuvent l'être plus. Donc il y a 20 délégations en France. Actuellement, il y a à peu près 210 jeunes qui sont hébergés. Il y en a 9000 qui ont été hébergés depuis 2003. Pour cela, il y a énormément de bénévoles et aussi 29 salariés. Donc, à la fois, il y a l'accompagnement d'un côté, l'hébergement. Il y a également une ligne d'écoute et d'urgence où, par exemple, en 2019, il y avait 6800 appels. Donc, il y a énormément d'appels. Et puis, il y a également une action de sensibilisation pardon, et des interventions en milieu scolaire, notamment, pour parler de la question de l'homophobie, de la transphobie. Voilà. Alors, que vous dire? Donc, en fait, dans le cadre de mon travail de psychologue et notamment de psychologue refuge, eh bien, j'ai fait une formation de thérapie par le jeu et la créativité il y a une bonne dizaine d'années. Et en formation, je me rendais compte que beaucoup de professionnels, finalement, étaient pas très à l'aise avec la question de l'homosexualité. Et donc, j'ai décidé de faire un mémoire de fin de formation sur comment aider des professionnels à accompagner des personnes homosexuelles. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une petite enquête je pensais avoir juste une cinquantaine de réponses et j'en ai eu 500. Et donc, j'ai débordé un peu par les résultats. On a fait appel à l'Université Laval et à Michel Doré qui a gentiment accepté de s'occuper de cette recherche. Et donc, on a édité Être homo aujourd'hui en France, pardon, Être homo aujourd'hui en France en 2012. Et c'était une enquête en fait de 36 questions avec des questions ouvertes, des questions fermées. Et en fait, ce qui m'intéressait moi dans ma pratique, c'est vraiment de connaître les attentes. En fait, dans la relation d'aide, quelquefois, eh bien, on s'intéresse pas autant que ça aux attentes que peuvent avoir les personnes qui viennent nous consulter. Et je me disais, voilà, tiens, est-ce que, par exemple, les personnes qui viennent nous consulter attendent que leur thérapeute soit homosexuel. Donc voilà, ce type de questions-là. À quel âge ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels? À quel âge ils en ont parlé? Donc en fait, on a réussi à avoir pas mal de réponses assez intéressantes, notamment de se rendre compte que finalement, Monsieur Juster en parlait tout à l'heure, la question de l'annonce, le coming out. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une période dépressive qui précédait l'annonce de son homosexualité, avec des risques et des idéations suicidaires très importantes. Donc, on sait que les jeunes LGBTQ+, sont quand même beaucoup plus, comment dire, exposés à la question du suicide. Donc, dans ce cadre-là, je suis venue au Québec à l'Association québécoise de la prévention du suicide en 2012 pour faire une conférence, parler un petit peu de ma pratique et puis du livre. On s'est rendu compte aussi également dans cette recherche qu'il y avait énormément de solitude
pour les personnes qui ne se sentaient pas comprises par leur famille, par leur entourage, dans leur travail, une solitude parce qu'on n'ose pas en parler, hein, également une estime de soi très basse, avec une grande culpabilité de ne pas répondre, entre guillemets, à l'attente peut-être des parents, une peur du rejet, une peur du regard des autres, le fait aussi qu'on se sente très décalé dans la relation, on n'incarne pas ce qui est attendu de nous. Donc, quand on parlait du stress tout à l'heure, peut-être, eh ben justement, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir répondre à la demande et ça met beaucoup dans le stress et ça fragilise énormément. Alors, au niveau de mon activité, donc de psychologue, donc de thérapeute par le jeu et la créativité, donc je profite de pouvoir vous montrer des photos. Moi, j'ai assez peu en fait d'écrits, hein, c'est plus des photos de ce que je pratique que je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon cabinet atelier. Entre-temps, j'ai déménagé, mais voilà, c'est un espace où je vais pouvoir proposer un maximum de médias créatifs, en fait, mettre à disposition un maximum de choses pour que les personnes puissent s'exprimer autrement que par la parole. Ce qui me paraît important, notamment avec le public LGBTQ+, c'est que justement l'annonce a souvent été orale, l'annonce de son homosexualité, et ça n'a pas toujours été bien reçu puisque les personnes que l'on accueille au refuge ont été chassées de chez elles suite à l'annonce de leur homosexualité. Ce sont des personnes qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie. Et donc, justement, la parole, eh bien, c'est ce qui les a mis dans la difficulté. Donc, pouvoir leur permettre de parler d'eux autrement que par la parole me paraît intéressant et important. D'autant plus qu'on accueille au refuge depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, pas mal de réfugiés, de demandeurs d'asile qui, du coup, ne maîtrisent pas la langue française. Et moi, je ne maîtrise pas leur langue non plus. Et donc, la communication est assez difficile. Donc, je vous montrerai tout à l'heure à travers des diapos des exemples de ce que je peux utiliser aussi avec des personnes qui ne parlent pas forcément bien ma langue, ou en tout cas, je ne parle pas bien la leur. Donc, voilà. Donc, pour moi, la thérapie par le jeu et la créativité permet donc d'être dans ce que j'appelle un relationnel créatif, c'est-à-dire pouvoir, à travers l'utilisation de médias, pouvoir aussi retrouver de la confiance, ce stress très important, cette sensation d'être rejeté, eh bien, comment on va peut-être utiliser des médias créatifs pour reprendre confiance, pour se remobiliser, pour avoir confiance, hein. Donc, ce qui est important, en fait, pour moi, hein, Boris Cyrulnik disait dans un merveilleux malheur, il ne suffit pas de dire son malheur pour que tout soit réglé. La réaction de celui qui entend imprègne un sentiment dans lequel le psychisme de celui qui se confie. Ce que je veux dire, c'est que dans cette recherche aussi, ce qui me paraissait important, et là où vous êtes beaucoup plus en avance au Québec que nous en France, c'est que c'est important de pouvoir former les personnes, de pouvoir leur proposer d'autres manières d'accompagner les personnes qui sont en souffrance, parce que les personnes peuvent ne pas se sentir comprises. Combien de fois en consultation, des personnes sont venues me voir en me disant « je n'ai pas envie de consulter ». Au refuge, en fait, au niveau du cadre du refuge, c'est que tous les jeunes qui arrivent dans la délégation de Montpellier, puisque moi je suis sur Montpellier, eh bien, viennent me rencontrer. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir un échange, une affiliation qui va faire que on va décider ensuite ensemble s'ils veulent continuer à venir me voir ou pas. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas me voir qu'ils n'en ont pas besoin.
Il faut bien se mettre dans l'idée que les jeunes qui sont au refuge ont des vécus souvent très difficiles, ont des vécus de rue, par exemple, ils ont été dans la rue, et quand ils arrivent au refuge, ils n'ont pas forcément envie de venir parler de leurs difficultés, de leurs problématiques, mais ils ont plutôt envie de se créer un réseau d'amis, d'essayer d'oublier un petit peu. Donc, à la fois, on peut pas, enfin, c'est très compliqué d'être en thérapie sous contrainte. Donc, dans le cadre du refuge, on invitait les jeunes à venir pour la première fois. Et puis ensuite, j'essayais d'être en affiliation avec eux, de leur montrer l'intérêt de pouvoir venir aussi parler de leurs difficultés dans un cadre individuel. Et ensuite, c'était eux qui décidaient. Donc, quand je les recevais, ce qui était très important pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la recherche initialement qui a mené à être homo aujourd'hui en France, c'est qu'il est important pour moi d'essayer d'identifier quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs craintes. Donc, au niveau des besoins, je me suis rendu compte que finalement, ces jeunes avaient besoin de se galvaniser, de pouvoir reprendre de l'estime d'eux-mêmes et de recontacter peut-être des choses qu'ils oublient. Parce que le stress, pour moi, enfin, je ne sais pas ce que M. Gister en dirait, mais pour moi, le stress, en tout cas, ne nous permet plus des fois de nous connecter à nos ressources. Et il est important de pouvoir accueillir dans un espace bienveillant, sécurisant les patients et qu'ils puissent, à travers la narration d'histoires de vie peut-être positives aussi qu'ils ont eues à un moment donné, qui n'est pas ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais c'est peut-être ce qu'ils ont pu vivre à un moment donné dans leur vie, de pouvoir recontacter ça pour pouvoir retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes. Ce dont ils avaient besoin également, mais ça, ce n'est pas auprès de moi qu'ils le trouvaient, au niveau de l'association, c'était de se créer un réseau relationnel. Donc, il y a énormément d'activités qui sont proposées. Il y a des permanences aussi qui sont proposées 3 fois par semaine pour que les jeunes se rencontrent, etc. Alors, leurs attentes. Quelles peuvent être leurs attentes? Eh bien, leurs attentes, c'est d'être compris. Et notamment dans la recherche, on s'est rendu compte dans la question qu'on a posée, les jeunes n'attendent pas que leur thérapeute ou que l'aidant soit homosexuel. Ce que le jeune attend, c'est que l'on soit homosensible. Et donc, du coup, qu'on puisse avoir une certaine connaissance de ce qu'ils vivent. Alors, d'autres attentes aussi qui m'ont un peu plus surprise d'ailleurs dans la recherche, c'est qu'ils étaient en attente d'humour. Ils attendent que les aidants soient de bonne humeur, soient drôles, soient sans doute aussi parce qu'ils vivent des choses très difficiles. Hein, donc, notre attente, c'était une attente vraiment de l'interaction, de l'échange. Par exemple, il me disait, ben voilà, moi je ne viens pas chez un psy pour m'allonger sur un fauteuil et puis ne pas entendre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à échanger. Une attente également que l'on a relevée dans la recherche avec Michel Doré, c'est une attente de conseil. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour moi. Donner des conseils, c'est pas forcément trop le thème quand on est thérapeute, en tout cas en métropole, en France, de ce que j'ai appris à l'université, de donner des conseils, mais et puis, c'est pas forcément, à mon avis, opportun en plus parce que ça crée de la disqualification, à mon avis. Donner des conseils, c'est finalement montrer à l'autre qu'il sait pas faire et c'est montrer à l'autre qu'il ne sait pas. Moi, je suis beaucoup plus intéressée à développer en fait la méthode du questionnement, c'est-à-dire par le questionnement, eh bien la personne va trouver sa propre réponse et c'est sûrement pas moi qui vais lui donner la réponse parce que je ne suis pas l'autre et que je n'ai pas la même vie que lui et donc il me paraît important que ce soit effectivement le patient qui trouve sa réponse et donner des conseils, même si c'était une demande et une attente de la part des personnes qui ont répondu, c'est pas quelque chose que je fais énormément. Voilà.
les craintes que peuvent avoir les jeunes qui viennent en consultation, les jeunes du refuge, par exemple, que j'ai, parce que je me concentre là-dessus, j'ai plein d'autres patients, mais je vais me concentrer sur les jeunes du refuge. Les craintes, alors pour certains, c'est la crainte qu'on puisse aller divulguer des informations à l'extérieur. Notamment, il y a par exemple des jeunes qui ont pu avoir des difficultés familiales très importantes et des signalements ont dû être faits. Et donc, certains jeunes associent le psy à quelqu'un qui peut finalement, à qui on peut dire des choses, oser raconter des choses qu'il va répéter. Donc là, il y a vraiment ce besoin de sécuriser les jeunes. D'ailleurs, dans le cadre du refuge, il y a énormément de moments collectifs qui sont organisés. Moi, je tenais à ce que ce soit des espaces individuels où ils avaient vraiment leur endroit, leur lieu dans lequel ils pouvaient déposer des choses difficiles. Alors, à la fois, dans l'accompagnement que je propose, ce qui est important, à mon avis, c'est que justement, si on est face à des personnes très stressées, c'est de surtout pas les mettre dans une position de stresser à nouveau du fait de raconter leur traumatisme. Ça, je l'ai beaucoup vécu ces dernières années avec des jeunes, notamment qui venaient d'Afrique et qui pouvaient être d'autant plus stressés par la question de l'homosexualité, mais aussi parce qu'ils étaient en danger de mort, ou pour certains, ils ont fait de la prison, ils sont venus sur des bateaux qui coulaient à moitié. Enfin bref, j'ai reçu des jeunes vraiment très, très traumatisés. Et ce qui m'importe dans ma pratique, c'est de voir comment est-ce que je peux remobiliser les ressources et les compétences des personnes qui puissent s'autoriser à être elles-mêmes et ne pas être celui que l'on attendrait qu'il soit. Voilà. Et donc, du coup, je m'aide beaucoup. Donc, j'ai dans mon approche, donc la thérapie par le jeu et la créativité. J'ai également l'approche familiale systémique qui est très importante, à mon sens, de pouvoir essayer d'appréhender l'individu dans des systèmes d'appartenance et que la réponse, le comportement, l'attitude est liée à une multitude de choses et que c'est important d'appréhender toute cette boule à facettes dans un contexte familial, relationnel, amical, professionnel, etc. Voilà. Alors, ce que je vais maintenant passer, si vous voulez bien, à des exemples de pratiques que je peux avoir. Et donc, pour vous permettre un petit peu de comprendre comment est-ce que je pratique la thérapie par le jeu et la créativité dans mon cabinet. Donc, c'est important pour moi de connaître l'état du patient. Alors, en général, on lui demande comment ça va, sauf que moi, j'essaye d'utiliser d'autres choses. Alors, par exemple, là, vous voyez sur la gauche des morceaux de terre où, en fait, il y a des personnes qui pouvaient arriver avec une très grosse agressivité parce qu'ils trouvaient injuste de se retrouver dans la rue, parce que c'était compliqué, ils vivaient des moments d'homophobie. Et donc, du coup, eh bien, je leur permettais de pouvoir passer leur colère en prenant des boules de terre et en les jetant comme ça par terre. Donc, vous voyez toutes les traces. J'ai reçu beaucoup de gens en colère, en fait. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous pouvez voir, par exemple, on pouvait utiliser un tableau effaçable comme ça et sans dire le mot, mais en jouant. Par exemple, là, on jouait au pendu avec une patiente, eh bien, qui pouvait montrer ce dans quoi l'énergie dans laquelle elle pouvait être en arrivant. Après, effectivement, je peux aussi, par exemple, demander, voilà, entre 0 et 10, comment ça va 0, tu vas pas bien du tout. 10, tu vas à combien? Et puis, du coup, de pouvoir mesurer aussi d'une séance à l'autre comment la personne se sent et voir s'il y a également une évolution. Étant également thérapeute familial systémique, c'est important pour moi de pouvoir appréhender la famille. Donc, c'est compliqué au refuge, c'est compliqué parce que justement, la famille est absente et que la famille, je ne vais pas la rencontrer.
Comme le disait Monsieur Justin, euh, le soutien familial est très important. L'idée de créer une application peut-être pour aider les parents, c'est important. D'abord parce que je pense aussi que c'est aussi très difficile pour les parents. Quand on voit que quelqu'un met entre 5 et 9 ans pour annoncer son homosexualité, eh bien, la personne se prépare à le dire ah non, c'est pas le moment, alors j'attends un peu, voilà. Mais pour les parents qui l'accueillent comme ça du jour au lendemain, eh bien, ils ont peut-être aussi besoin de soutien. Donc, je mets en place d'ailleurs aussi des groupes de parole pour les parents, que ça peut aider. Mais voilà, travailler avec la famille, même quand elle est absente, c'est quand même important, même si ils sont beaucoup dans le rejet de la famille quand ils sont au refuge. Mais vous voyez, par exemple, là sur cette photo, eh bien, de voir comment est-ce qu'ils peuvent représenter sa famille. Alors, vous voyez, par exemple, sur l'image du haut, il y a un bouchon où le jeune, par exemple, me dit, bah voilà, moi j'ai choisi le bouchon en liège pour parler de mon père parce que comme il est alcoolique, c'est plus facile. Voilà, et donc du coup, à travers le dessin des différents membres, etc., ben, la personne pouvait réfléchir et puis parler du coup des membres de la famille. Vous voyez le dessin du bas avec la ficelle, et bien là, il y a vraiment quelque chose de dynamique au niveau des relations. Voilà, donc c'est pour moi peut-être un petit peu plus. C'est en tout cas un autre outil que ce qu'on peut voir, par exemple, au niveau du génogramme, qui est quelque chose qu'on utilise en approche systémique, où là, c'est intéressant aussi parce qu'on peut voir les liens et les relations, les liens filiatifs, et puis voilà, les relations entre les personnes pour avoir une photographie aussi un petit peu des relations familiales. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de l'utilisation d'objets flottants, que l'on appelle en approche systémique, c'est par exemple d'utiliser le génogramme imaginaire. Le génogramme imaginaire est donc le fait de pouvoir proposer à quelqu'un d'imaginer une famille donc affiliative. Et donc, c'est intéressant pour des jeunes du refuge qui sont complètement coupés de leur famille de pouvoir se représenter qui est-ce qui pourrait avoir la fonction d'un parent ou la fonction d'un frère ou d'une sœur, même si ce n'est pas le parent et ce n'est pas le frère ou la sœur, mais ça en a la personne en a la fonction. Et je trouve intéressant peut-être pour des personnes de le repérer. Ensuite, par exemple, sur la droite, vous voyez, j'utilise des mannequins pour pouvoir matérialiser, se représenter. Alors, quelquefois, je leur demande de le faire physiquement dans le cadre de sculpturation, mais comme c'est pas toujours, le rapport au corps n'est pas toujours voilà, aisé, eh bien là, par exemple, j'ai demandé à une jeune fille de représenter comment elle se représentait la relation qu'elle avait avec son parent. Voilà, donc ça peut être aussi une autre manière de travailler. J'utilise également beaucoup le corps. Et là, par exemple, sur cette image, on voit quelqu'un qui a pu travailler debout. Donc, c'est en fait, j'ai un. Bon, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo précédente, si vous vous souvenez au niveau de mon cabinet, mais il y a vraiment, j'ai un grand des papiers, du papier en fait qu'on déroule sur toute la hauteur de la personne. Et donc, du coup, la personne va pouvoir aussi, par les gestes, pouvoir sortir quelque chose corporellement. Et donc, ce sera intéressant parce que ce qui m'intéresse, moi, dans la thérapie par le jeu et la créativité, et ce qui m'intéresse aussi avec ces jeunes, c'est qu'ils puissent, au-delà d'avoir dit des choses, de les penser dans leur tête, etc., c'est tout d'un coup de les voir, tout d'un coup de voir ce non, j'en ai marre de dire toujours oui parce que je dis toujours oui parce que je veux qu'on m'aime, et là, j'ose écrire non. Voilà, donc c'est des explorations, des expérimentations que je trouve intéressantes. Ce que je veux aussi dire, c'est que dans un cabinet de thérapie, je trouve, il est important de pouvoir échanger évidemment sur ce qui ne va pas, mais c'est important de pouvoir aussi échanger sur ce qui va et de pouvoir avoir un espace de ressourcement. Je travaille aussi en analyse de pratique professionnelle auprès d'équipes du secteur médico-social. Et le ressourcement est pour moi essentiel pour limiter notamment le burn-out.
Et là, vous voyez, cette jeune qui utilisait de la barbotine, hein, de la terre liquide, et qui disait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien et ça lui donnait presque envie de pleurer tellement elle se sentait bien. Et voilà, je trouve j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose et de l'avoir vraiment soutenue et aidée dans ce qu'elle pouvait traverser. J'utilise également beaucoup les figurines. Au Québec, je présume que vous êtes peut-être aussi assez averti puisque mon superviseur de thérapie par le jeu de sable habite à Québec. Donc, de pouvoir utiliser les figurines, et là, par exemple, avec les personnes réfugiées, demandeurs d'asile, je l'utilise pas mal, c'est de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer sans parler. Là, par exemple, l'exemple que vous voyez devant vous, c'est une jeune fille qui a dû accoucher sous X et qui a donc laissé partir son enfant, voilà. Et je me souviens, ce jour-là, elle m'a dit « Je ne veux pas parler. Je veux juste vous montrer, je veux partager, mais je ne veux pas parler. » Et c'est vrai que c'est une étape peut-être qui permet de pouvoir partager quelque chose, donc le rendre un peu vivant, le rendre un peu réel, mais à la fois de ne pas quand même mettre des mots, parce que quand on met des mots, là, ça le rend vraiment réel. Donc, voilà, ça c'est une autre... Avec le jeu de sable, par exemple, on peut adapter... Ah mince, on peut adapter, évidemment. Et là, vous voyez, c'était une personne transgenre qui vraiment avait beaucoup de mal au niveau relationnel et qui était souvent très déçue de ce qu'on pouvait lui dire, très blessée. Et je lui avais dit, mais finalement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens te disent? Parce que finalement, elle ne le disait pas. Elle attendait des gens des choses, mais elle ne leur disait pas qu'elle attendait. Et là, du coup, ça a permis de pouvoir faire l'expérience que c'était peut-être possible de pouvoir dire ce que l'on attend. Voilà, donc ça, c'est une autre chose. J'en parle dans une vidéo que j'ai fait. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Psycho pour tous, dont je vais vous parler, et je parle aussi du ballon. Ça, c'était une patiente qui vraiment trouvait que c'était lourd, que on ne la reconnaissait pas dans ce qu'elle vivait. On disait qu'elle était profiteuse, voleuse. Elle vivait dans une famille où la religion était très importante et elle était donc évidemment absolument pas soutenue par sa famille. Et elle me dit, ça prend toute la place en moi. Et donc, j'ai eu l'idée de prendre un ballon où on a écrit tout ce qui prenait de la place. Et ensuite, je lui ai dit, prends ce ballon et dégonfle comme c'est bien pour toi. Sache que c'est toi qui as l'ouverture du ballon et c'est peut-être toi qui as cette capacité aussi de faire dégonfler des choses en toi. Voilà, donc autre chose aussi que je peux utiliser qui peut être intéressant quand les patients arrivent, sont pas bien, ne savent pas trop d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas bien, eh bien j'utilise le jeu Dixit que vous connaissez sans doute. Et ce jeu qu'on peut utiliser de manière très différente, mais par exemple de dire voilà, aujourd'hui, si tu avais une carte à choisir pour représenter l'état dans lequel tu te sens, eh bien laquelle tu choisirais et pourquoi du coup. Donc ça permet de pouvoir parler aussi autrement et pouvoir se représenter. Moi, c'est très important pour moi de pouvoir proposer aux personnes de se représenter les choses différemment peut-être. J'aime beaucoup cette image et de se dire mais finalement un même événement, une même chose, eh bien peut-être qu'on peut apprendre à vous voyez, le personnage de droite a des lunettes, apprendre à peut-être régler ses lunettes pour percevoir les choses de façon différente. Voilà. Donc, pour parler de tout cela, de ces médias créatifs et de l'accompagnement que l'on peut faire avec des personnes LGBTQ+, mais pas que du tout, eh bien, donc, j'ai créé une chaîne YouTube et je vous en parle aujourd'hui parce que je ne sais pas vraiment qui regarde, mais qui est là aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, c'est de démocratiser la psychologie, de la rendre accessible
et de pouvoir solliciter aussi des gens, des professionnels qui ont des choses à dire sur la psychologie et qui pourraient permettre à des gens qui justement n'osent pas aller consulter parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas d'argent, mais aussi parce que les psys sont fous, on le sait bien, parce que plein de choses qui font que on ne passe pas la porte d'un psy. Eh bien, cette chaîne YouTube, j'aimerais qu'elle puisse aider des gens à travers l'utilisation de médias créatifs, mais pas que, parce qu'il y a différents thèmes dans la chaîne, donc les enfants, les adolescents, les adultes, couple, famille, travail, voilà, médias créatifs, eh bien, de pouvoir présenter un petit peu ce que c'est. Par exemple, là, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, la balance, au niveau de la balance relationnelle, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Eh bien, par exemple, voilà, je parle comment est-ce qu'on peut utiliser une balance pour pouvoir se représenter visuellement qu'il y a des fois des choses qu'on a l'impression qu'on donne beaucoup et que l'on reçoit pas beaucoup. Et du coup, de pouvoir visualiser ça, de pouvoir nommer les différents cailloux, par exemple, qui sont sur le plateau de droite, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup et je ne reçois rien? De pouvoir voilà, utiliser des choses comme ça pour se le représenter autrement. J'ai eu l'occasion aussi récemment de pouvoir faire une vidéo sur l'empathie, parce que de ce que j'ai compris peut-être de l'application que M. Justin voudrait mettre en place, par exemple, c'est aussi peut-être d'aider les gens à se soutenir, mais également de pouvoir, je trouve, enfin je ne sais pas si c'est l'objectif, mais en tout cas c'est le mien, de pouvoir permettre aux personnes de se mettre dans une dimension d'empathie pour pouvoir comprendre. Voilà. Ce dont quoi la personne est. Et donc, à travers cette vidéo, je propose aussi différents médias créatifs pour travailler la question de l'empathie avec les jeunes qui peuvent être dans des écoles, qui peuvent être qui peuvent être en thérapie, voilà. On a fait également une vidéo sur la diversité sexuelle où on parle d'ailleurs du Québec et du fait que le Québec est beaucoup plus en avance que nous en termes de formation et que ce serait important que la France s'y mette clairement. Voilà, le mot de la fin pour moi, j'ai pris la définition du rejet dans le Larousse et en fait, c'est une pousse qui se développe à partir d'une tige ou à partir d'une souche d'arbre coupé. Et c'est vrai que finalement, les personnes avec lesquelles on peut travailler sont des personnes qui ont pu être rejetées. Et du coup, vous voyez que sur cette photo d'arbre, eh bien finalement, le rejet, ça peut avoir quelque chose de très positif. Et j'utilise par exemple beaucoup dans ma pratique l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est un outil également qui est développé dans l'approche narrative et que je trouve vraiment très intéressante pour essayer vraiment de mobiliser les ressources, les compétences, les personnes ressources, le club de soutien, pour que justement pouvoir passer ces moments difficiles que peuvent être justement l'annonce d'une homosexualité, d'une bisexualité ou d'autres difficultés de ce genre. Voilà, je pense avoir terminé. Donc, vous pouvez, si vous voulez, reprendre la main pour les questions.